Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc c'est plutôt une vidéo conférence puisque en fait j'ai décidé de refaire ma conférence sur le mégalodon prédateur actuel de nos océans. J'avais déjà fait une première conférence en live le 2 novembre 2018. Alors c'était une conférence un peu improvisée, hein, qui a été faite un peu à la dernière minute, mais qui m'a demandé quand même 6 mois de préparation auparavant. Et je devais la faire à un événement en Belgique, et puis ça s'est pas fait, donc je l'ai fait en direct le 2 novembre. Cette vidéo date un petit peu, c'était le premier jet, donc j'ai décidé de continuer de travailler dessus, de toute façon, puisque je travaille sur l'article cryptozoologique de la théorie de survie du mégalodon. Donc ça fait 3 ans maintenant, donc il est temps que je refasse la conférence, en mieux, je l'espère en tout cas. Donc je mettrai la première conférence de 2018 en non répertorié. J'espère que celle-ci vous plaira. Prenez une boisson chaude, des gâteaux, posez-vous tranquillement et je vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Valéoraptor, c'est un petit peu pour ça que vous êtes sur cette chaîne d'ailleurs. Je suis diplômé d'un master en paléontologie et paléo-environnement, et je me suis spécialisé dans les phalins. Les phalins, ce sont des sables marins plus ou moins consolidés, très riches en fossiles, entre 70 et 95% de fossiles. Et notamment donc spécialisé dans les phalins du sud de l'Anjou, donc du bassin de Douai-la-Fontaine, datant de 11 millions d'années. Et plus largement ceux de l'ouest de la France, datant en général de 13-15 millions d'années. Donc ces sables se sont formés en plein Miocène, pour ceux qui connaissent un petit peu les étages. Je suis également donc président de l'association Paléosphère, qui est une association loi 1901 à but non lucratif, regroupant les vulgarisateurs et artistes francophones, parlant de paléontologie et ayant une plateforme de diffusion, dont vous aurez les liens en description. Et donc, dans les gisements de phalins, comme de nombreux sur Terre, on retrouve des dents de mégalodon. Désolé à celles et ceux qui pensaient que j'allais parler du genre Mégalodon, qui est un genre de bivalve fossile ayant vécu du Dévonien jusqu'au Jurassique. Pour les potentiels malacologistes fans de coquilles présents, je ne vous cache pas que vous serez un petit peu déçus et que vous risquez sérieusement vous ennuyer pendant ces 1h30. Mais c'est vrai que normalement, Mégalodon tout seul en français devrait désigner ce bivalve et pas autre chose. Parce que justement pour les espèces portant le nom de Mégalodon, ça peut désigner notamment un phytosaure, donc un cousin proche des crocodiliens, du joli petit nom de Brachysuchus megalodon qui a vécu au Trias, ou la couleuvre actuelle du Mexique, Conopsis megalodon. Donc désolé pour les herpétologues, désolé pour Eiffel reptile, on ne parlera pas de ces deux animaux-là. Donc voilà, normalement pour désigner le requin, on devrait dire en français requin mégalodon, comme on dit requin taureau, requin tigre, etc. Pour être sûr en tout cas qu'on parle bien de lui. Mais bon, on va pas se mentir, hein, c'est quand même le plus connu. Il est plus rare qu'on parle quand même des autres, donc à partir de maintenant, si je parle de mégalodon tout seul, par défaut, ça va désigner le requin mégalodon et pas les autres. Donc ce requin répond au joli petit nom scientifique d'Otodus megalodon, classé dans la famille des Otodontidés, ordre des lamniformes. La famille des Otodontidés est une famille de requins caractérisée notamment sur les dents par la présence d'un chevron en V inversé sur la face linguale, c'est-à-dire la face qui est orientée vers l'intérieur de la bouche de la langue. Linguale, linguistique, langue, vous avez compris un petit peu la racine du mot. Et donc cette zone en V inversé correspond à un renfort ligamentaire permettant à la dent de s'ancrer plus solidement dans la gencive. Cette espèce a été décrite à partir de dents fossilisées et uniquement des dents fossilisées par Louis Agassiz en 1835, sous le nom initial de Carcharias megalodon. Mais il changera vite le genre en Carcharodon megalodon, notamment dans son œuvre en 4 volumes, Recherches sur les poissons fossiles, paru en 1843. Dans ce genre, il le rapprocha indéniablement du grand requin blanc actuel, nommé Carcharodon carcharias, de la famille des lamnidés, toujours dans l'ordre des lamniformes. Mais on verra que, en fait, il y a quand même pas mal de différences entre les deux. Donc le mégalodon a changé de nom par la suite, il est passé en Carcharoclès en 1923, Procarcharodon, Megaselachus, Otodus Megaselachus et maintenant Otodus. Bref, vous voyez que c'est compliqué
le langage scientifique, retenez requin mégalodon en français, vous prendrez pas de risque sur son nom. Vous connaissez peut-être ce requin, très présent dans la culture populaire, dans des documentaires relativement bons comme Monstres des fonds des mers, de la BBC, et Le mystère des géants de France Télévisions. Bien que sur ce dernier, il y aurait quand même pas mal de petits détails à redire sur la partie sur le mégalodon. Mais bon, c'est mon avis. D'autres documentaires un peu plus mauvais, comme celui de National Geographic, ou celui disponible sur YouTube, Prédateur de la préhistoire, l'ancêtre du requin blanc. Alors rien que le titre est faux, cela fait bientôt 100 ans qu'on sait que ce n'est pas son ancêtre, d'autant plus que les requins blancs ont vécu en même temps que le mégalodon, donc bon, hein, pas se mentir que là, rien que le titre, on peut se dire que ça sent un petit peu mauvais pour la suite, hein. Il a également un petit caméo dans le film d'animation Disney Vaiana Moana en titre original, où le demi-dieu Maui, justement, porte un collier avec divers objets accrochés, dont une dent de mégalodon. Mais on le connaît surtout dans des films qui sont plutôt mauvais d'un point de vue scénario et qui n'ont pas beaucoup de budget. Et on les appelle des nanars. C'est-à-dire qu'ils sont tellement mauvais, en fait, qu'ils en deviennent drôles. Bien que moi, j'ai pas vraiment beaucoup d'humour là-dessus, mais c'est pas grave. Donc on a plusieurs exemples, hein. On a Mega Shark versus Géant Octopus, Mega Shark versus Crocosaurus, Shark Attack 3 avec un de mes acteurs préférés, John Barrowman, mais c'est pas grave, on fait tous des erreurs dans sa vie. Et un des tout derniers en date, donc The Meg en eau trouble en français, avec Jason Statham, donc replaçant cette terreur des mers sous le feu des projecteurs. Donc il est sorti en 2018, et ça a justement réalimenté la théorie cryptozoologique dont on va parler aujourd'hui. Alors pour les gamers au passage, on le croise également de manière fréquente dans le jeu vidéo Ark Survival Evolved. C'est le plus grand requin qui ait jamais hanté nos océans. 14 à 27 mètres de long, 50 à 100 tonnes, une force de pression occlusale, c'est-à-dire une force de fermeture de mâchoire, de 20 tonnes au centimètre carré. Ovovivipare, un seul petit part porté qui fait au moins 1 mètre de long à la naissance, voire 3 mètres. Alors, info ou intox? Disons que toutes ces données sont issus d'études dont le modèle de base est le grand requin blanc actuel, qui a une écologie et une morphologie dentaire totalement différentes du mégalodon. Donc toutes ces données, en fait, sont selon moi pas du n'importe quoi, mais disons que faut s'en méfier, hein, faut s'en méfier. C'est comme si on trouvait seulement des dents d'Homo sapiens isolées et qu'on les comparait à la famille la plus proche de Homo sapiens. Donc Homo sapiens fait partie de la famille des hominidés, au même titre que les orang-outans, les gorilles et les chimpanzés. Donc on compare à la famille la plus proche de nous, c'est les hylobatidés, c'est-à-dire les gibbons. Et donc si on fait des rapports de taille, de poids, etc. en prenant le gibbon comme référence pour calculer sur un humain, alors qu'on connaît rien de la morphologie humaine, on trouverait des êtres humains qui auraient des jambes raccourcies et des bras hyper longs. Donc si c'est faux pour l'être humain, pour moi c'est donc faux pour le mégalodon. Alors c'est peut-être bon toutes ces données, peut-être qu'on travaille pile poil dedans, qu'on est pile poil dans les dimensions, etc. C'est même plausible. Mais tant qu'on travaille avec le grand requin blanc actuel, ces données ne peuvent pas être prises au sérieux. Il faut prendre les référentiels de la même famille, qui sont uniquement fossiles maintenant, donc pour avoir des données un peu plus correctes vis-à-vis du mégalodon. Et pourtant ces données sont un maximum relayées par beaucoup de journaux, de documentaires, de films et d'articles scientifiques. Même des scientifiques eux-mêmes. Bon après je ne vais pas m'étendre plus, j'ai fait 2 vidéos sur le mégalodon sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à les regarder après la conférence pour compléter cette conférence et compléter vos connaissances. J'ai essayé d'en finir, ou au moins d'apporter de la nuance à tout ce qu'on peut voir partout, mais croyez-moi, ces informations ont vraiment la vie dure. C'est très ancré dans la culture du grand public et des scientifiques. Mais non, aujourd'hui je vais traiter avec vous l'aspect cryptozoologique de la bête. Parce qu'il a sa propre théorie sur la survie. La cryptozoologie, la vraie, la sérieuse, est l'étude scientifique des animaux cachés, c'est-à-dire des formes animales encore inconnues pour lesquelles sont seulement disponibles des preuves testimoniales, des témoignages oculaires entre autres, ou circonstancielles, des indices physiques, des preuves indirectes, ou des preuves matérielles endoscopiques considérées comme insuffisantes par d'aucuns. Alors vous connaissez au moins plusieurs cryptides, vous avez d'ailleurs une vidéo de Link the Sun sur le sujet. Vous avez les dragons, vous avez les fées, les licornes, le monstre Loch Ness, le Yeti, le Bigfoot, encore plein d'autres bestioles que vous connaissez bien, je pense, dans tout ce qui est mythologie et compagnie. Et tout cela, ce sont des cryptides. On n'a pas encore prouvé l'existence, scientifiquement parlant, de ces animaux. Donc en l'occurrence, pour l'instant, ils n'existent pas. Et le mégalodon est un petit peu une exception parmi tout ça, parce que le mégalodon est une bestiole qui a réellement existé, on retrouve des fossiles de mégalodon, donc c'est un animal qui a réellement existé,
mais il a droit à sa propre théorie sur sa survie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à tomber dans la cryptozoologie. Donc justement, avant de commencer dans la cryptozoologie, il nous faut un point de départ, un point d'ancrage. Et justement, le point d'ancrage se situe dans la paléontologie. Et qu'est-ce que la paléontologie nous apprend sur cet animal? Bon, déjà, il suffit d'observer ses dents. Donc déjà, on a des dents qui sont quand même relativement grandes, hein, d'où le nom mégalodon signifie littéralement grande dent. Donc là, les petits carrés qu'il y a sous les dents, ce sont des barres d'échelle et qui font 1 cm chacune. Donc ces dents sont relativement épaisses, renforcées par un ligament, donc le fameux V inversé derrière sur la face linguale des dents, quoi. Et vous avez également des fines crénelures, très très fines crénelures, plus fines que chez le grand requin blanc d'ailleurs, sur les carènes, donc sur les tranchants des dents. Donc, quand on observe ces dents, on se doute bien que ce n'est pas fait pour manger du plancton. Rien que par l'observation de ces dents, on sait que c'était un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, se nourrissant de très grosses proies vertébrées. Crocodiles marins, tortues de mer, requins, siréniens comme les dugongs et les lamantins, odontocètes, donc les baleines à dents, comme vous avez aujourd'hui le dauphin moderne, ou équivalent fossile en tout cas, et les mysticètes, les baleines à fanon. Et dans cette dernière catégorie, il raffolait notamment d'une famille quasiment disparue, la famille des cétothéridés. Donc ce sont essentiellement des baleines d'eau chaude, comme vous avez aujourd'hui Pelocytus mirabilis qui a vécu au Tortonien en Anjou, en même temps que le mégalodon. Donc on n'a pas de preuve de prédation sur chacun de ces groupes, mais en tout cas, on imagine qu'ils dévoraient un peu tout ce qui passait sous la dent en termes de gros vertébrés. On retrouve des restes un petit peu partout dans le monde, comme on peut le voir sur la carte de Pimento et al. De 2016, qui est largement incomplète, mais bon, je vais pas leur jeter la pierre parce que recouper toutes les données sur les endroits où on a retrouvé des dents de mégalodon, c'est hyper compliqué, c'est un travail de très longue haleine. Donc bon, ils ont fait au plus simple et au plus direct, je pense. Et on constate que justement, c'est resté cloîtré à peu près entre les 2/50e parallèles. Alors je dis à peu près parce que là, c'est toute époque confondue quasiment. Et on retrouve des dents, donc toujours dans ce type d'environnement, qui traduisent en tout cas ce type d'environnement, un environnement plutôt côtier, peu profond, plutôt tempéré chaud à tropical. C'était donc un requin de surface et qui fréquentait les côtes, chaudes en tout cas, pour justement la chasse, mais aussi pour la mise bas. Parce que justement, nous avons pu déduire au moins 2 zones de nurserie de mégalodons. Une au Panama et une tout récemment, donc qui date de 2020, justement cet article, au nord-est de l'Espagne, non loin de Barcelone. Et les zones de nurserie sont très importantes pour la plupart des requins de surface, justement, surtout quand on est un gros prédateur. C'est justement que les petits vont rester proches des côtes pour se nourrir de proies qui sont adaptées à leur taille, qui sont beaucoup plus abondantes, évidemment, près des côtes, et qui vont justement l'abriter des grands prédateurs. Et justement, quand il va atteindre une certaine taille, forcément son alimentation va changer. En tout cas, c'est prouvé par les dents qu'il y a une certaine différence entre les dents de jeunes mégalodons et les dents d'adultes. Donc forcément, son alimentation change, elle va évoluer avec sa taille et son appétit. Donc forcément, il va quitter les côtes et gagner le grand large. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, on le retrouve sur à peu près tous les continents. Donc c'était un requin qui pouvait migrer d'un océan à un autre en restant relativement proche de la surface. Parce que bon, c'est quand même un requin d'eau chaude, il ne devait pas descendre au-delà d'une certaine profondeur, pour éviter d'attraper un coup de froid. Pour le grand requin blanc actuel, par exemple, c'est un requin de surface qui peut descendre jusqu'à 1300-1500 mètres de profondeur, gros maximum. Voilà, au-delà, il a trop froid, il descend pas. Hein. Il y a aussi l'histoire de la pression, tout ça, mais ça, j'en reparlerai en fin de conférence. Donc c'était un requin de surface fréquentant les côtes pour la chasse, mais aussi pour la mise bas, comme je l'ai dit. L'espèce est apparue au cours du Burdigalien, aux alentours de 20 millions d'années, et il a disparu fin Pliocène, vers 2,6 millions d'années. Alors, si je suis assez imprécis sur les dates, c'est normal. Certains niveaux sont encore assez mal connus et mal datés dans le monde, donc ils sont susceptibles de changer par la suite. Alors, un exemple tout simple, la carte géologique de Saumur, ou 1/50 millième du BRGM, donc du Bureau de recherche géologique et minière, en France, en tout cas, a été édité entre les années 60 et 70. Il datait les phalins de Douai-la-Fontaine de l'Helvétien, c'est-à-dire l'Anguien-Séravalien. Or, aujourd'hui, on le sait, après divers travaux qui ont été menés, notamment par Margerel sur de la microfaune, qu'on appelle des foraminifères, et par Baratheal, il me semble, pour les isotopes du strontium, ça a été daté, et ils ont pu constater qu'effectivement on était plutôt tortonien plutôt que languien-séravalien. Donc une époque plutôt, un étage plutôt récent par rapport à ce qu'a indiqué dans la carte géologique de Saumur. Donc c'est pour ça les dates sont susceptibles de changer en fonction de nos recherches et de nos avancées scientifiques. Donc c'est pour ça, retenez entre 20 et 2,6 millions d'années environ.
Et il a disparu donc à la fin du Pliocène suite à de nombreux facteurs qui seraient cumulés. Un des premiers facteurs ayant accentué les autres, mais je pense qu'ils sont tous accentués les uns les autres de toute façon, serait la fermeture de l'isthme de Panama. L'isthme de Panama était ouvert au cours du Miocène, les eaux pacifiques réchauffaient les eaux atlantiques et réciproquement, permettant aussi aux mégalodons et à ses proies de migrer d'un océan à un autre sans aller se geler les nageoires au niveau de la pointe de l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud. Bon, qui devait être relativement plus chaud aussi au Miocène. Hein. Seulement voilà, courant Pliocène, l'isthme se ferme et ce de manière définitive. L'Atlantique se refroidit, les océans globaux aussi, et justement, ce phénomène géologique a été plutôt rapide dans l'histoire de la Terre. Mais vraiment très rapide. On a observé dans les faunes de mammifères d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud un grand échange d'espèces, qu'on appelle le grand échange interaméricain, des souvenirs que j'en ai, et justement ça a fait pas mal de bouleversements du côté des écosystèmes dans l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Donc on a eu quand même un gros changement du côté de la faune terrestre. Alors imaginez dans les océans où il y avait justement ces échanges, ces populations qui pouvaient migrer d'un océan à un autre sans problème, etc. Imaginez les conséquences qu'il y a pu avoir. Et justement, au cours du Pliocène, on observe un changement de climat et des températures océaniques globales, allant vers un refroidissement et vers le Pléistocène avec les périodes glaciaires qu'on a connues. Et donc, couplé bien sûr à une baisse du niveau marin, puisque pour fabriquer des glaces au pôle, on doit puiser de l'eau. Où est-ce qu'on puise de l'eau? Dans les océans, forcément, le niveau marin baisse également. Et ça va donc faire émerger donc les zones de plateaux continentaux, notamment les zones où il y avait des zones de nurserie, quoi, donc tout simplement. Et on n'y pense jamais également, c'est la fragmentation des populations, qui a été un facteur non négligeable, puisque le mégalodon était une espèce qui vivait dans tous les océans, chauds en tout cas. Eh bien justement, les populations qui sont en Atlantique ne peuvent pas suivre les proies qui vont d'un océan à un autre en passant par les eaux polaires. Du coup, celui qui est en Atlantique, il va mourir de faim, tout simplement. Alors, il y en a certains sous les vidéos TikTok ou les vidéos YouTube qui me disaient « Oui, mais ça peut rester sans manger pendant un an. » Non, pas du tout. Un requin ne peut pas rester sans manger pendant un an, c'est pas possible. Hein. À la limite, quelques jours, quelques semaines, pourquoi pas. Plusieurs mois, ça commence à devenir très compliqué pour la survie du requin. Hein. Donc voilà, donc en Atlantique, en tout cas, il est piégé, il ne pourrait pas redescendre en Afrique du Sud parce que justement les océans se sont refroidis à ce niveau-là, donc il se retrouve piégé. Pour ceux qui sont en Pacifique, c'est un peu plus facile, hein, le territoire de chasse. Pour ceux qui sont en Pacifique, c'est un peu plus facile, le territoire de chasse est plutôt vaste et ils peuvent quand même passer vers l'Indonésie pour aller en océan Indien. Mais du coup, c'est pareil, s'ils suivent des proies, on se rend compte qu'il y a un gros problème. C'est que pendant un moment, s'ils sont en Atlantique, si les proies sont en Atlantique, les prédateurs ne peuvent pas suivre. On observe aussi, courant Pliocène, une grosse disparition du côté de ces proies, notamment donc les siréniens qui sont devenus très rares, les odontocètes qui deviennent extrêmement rares aussi vis-à-vis de certains taxons en tout cas, et la quasi-disparition d'une famille de baleines typiques des eaux chaudes, comme j'en ai parlé tout à l'heure, les cétothéridés. Alors, il existe un seul représentant actuel connu des cétothéridés, la baleine pygmée, et qui est affublée aux eaux polaires de l'Antarctique. Voilà, c'est un peu l'exception qui confirme pas la règle. Voilà, donc en fait, on s'est même rendu compte que dans l'histoire évolutive, l'évolution des cétacés est corrélable avec l'évolution dentaire des odontidés. Donc forcément, si vous avez un impact quand même conséquent sur la faune de cétacés, eh bien vous allez avoir un impact conséquent sur le mégalodon. Et on n'y pense jamais non plus, mais l'impact de la concurrence et de la prédation qui sont devenus plus importants. Alors, qu'est-ce qui peut manger un mégalodon adulte? Eh bien, un mégalodon adulte, déjà, parce que quand on est au sommet de la chaîne alimentaire, il n'y a plus grand monde qui nous fait peur, hein, à part ses semblables, qui peuvent se manger entre eux, etc. Ça, c'est déjà vu. Donc, voilà, mais on est tous petits avant d'être grands, et vous avez justement ici deux prédateurs potentiels, de jeunes mégalodons, en tout cas. Vous avez le requin blanc actuel, donc Carcharodon carcharias, et l'orque lépolar, Orcinus orca, tous les deux apparus courant Pliocène. Et justement, un des articles dont je me souviens plus les auteurs disait que c'était vraiment l'apparition du Carcharodon carcharias qui a fait disparaître le mégalodon. Là-dessus, je ne suis pas d'accord, puisque la lignée des carcharodons, donc des grands requins blancs, remonte à 50-55 millions d'années. On retrouve même des dents de Carcharodon astalis, donc le requin blanc des phalins,
bon, qui est peut-être un autre genre, mais en tout cas c'est un équivalent en termes de taille et de prédateurs. Et on le retrouve justement dans les phalins de l'Anjou aussi, qui vivaient en même temps que le mégalodon. Donc en fait, la concurrence pour le requin blanc a toujours été là. Et pour l'orque, justement, je connais pas trop la lignée évolutive de l'orque, je vous avoue, mais au cours du Tortonien, on a retrouvé dans des gisements du Pérou, donc des dents de mégalodon, avec dans les mêmes gisements des restes d'un cachalot géant qui s'appelle Livyatan melvei. Bref, donc la concurrence, en fait, elle a toujours été là, la prédation a toujours été là. C'est juste cet impact, l'impact de cette concurrence est beaucoup plus ressenti. C'est juste ça. Alors, l'avantage qu'il y a eu pour ces deux espèces-là, c'est que elles peuvent aller en eau un peu plus froide, voire polaire pour l'orque, justement. Alors, c'est marrant parce que c'est vrai que, en fait, ces deux prédateurs-là sont au sommet de la chaîne alimentaire actuellement dans les océans, hein. D'un côté, vous avez Hollywood qui nous présente les dents de la mer avec un requin qui est montré sous son mauvais aspect, mangeur d'hommes, etc., etc. Et de l'autre côté, vous avez Hollywood qui nous montre une baleine noire et blanche, meilleure amie d'un petit enfant, et cette baleine s'appelle Willy, hein, sauver Willy, ça vous dit quelque chose, je pense. Ouais, sauf que si je vous dis que les orques, les épaulards sont capables de chasser en bande familiale, et qu'ils sont capables de s'attaquer à des grands requins blancs actuels, voilà, ça refroidit un peu. Hein. On l'appelle la baleine tueuse. C'est pas pour rien. Hein. Donc c'est quand même un animal féroce, un prédateur féroce. Donc voilà, ces deux prédateurs-là ont dû faire office de concurrence effectivement et ont dû justement avoir un impact sur la raréfaction des proies et la raréfaction forcément des mégalodons. Et justement tout à l'heure je vous ai parlé des zones de nurserie. Eh bien, pour les mégalodons, justement, les jeunes mégalodons ne fréquentaient plus beaucoup les côtes à ce moment-là parce que les côtes étaient émergées, pour la plupart d'entre elles en tout cas, et ils se retrouvent plus facilement, plus vite en tout cas, confrontés au grand large et donc aux prédateurs. Donc voilà, c'est vraiment tout un ensemble de facteurs qu'il faut voir. Et le dernier facteur auquel on pense jamais, c'est que le mégalodon a vécu une mini-crise biologique qu'on appelle la crise du Messinien, ou la crise de salinité messinienne. Il y a environ 6 millions d'années, pendant le Messinien, donc à la fin du Miocène, le détroit de Gibraltar va se fermer par un événement géologique. Événement géologique qui a été rapide, hein, ça se compte en quelques milliers d'années. La Méditerranée a un problème. C'est une mer qui est fermée, et par conséquent, les apports fluviaux sont faibles par rapport au taux d'évaporation dans cette mer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le détroit de Gibraltar est très important, c'est parce que justement, l'océan Atlantique fournit énormément d'eau à la Méditerranée. Et c'est pour ça que la Méditerranée est plus salée que l'océan Atlantique, parce qu'il y a plus d'évaporation. Donc une surconcentration de sel. Donc justement, fermer le détroit de Gibraltar à 6 millions d'années, eh bien la Méditerranée va s'assécher. Alors pas en totalité comme on le pensait à l'époque. Aujourd'hui on sait qu'il y a eu quelques bassins marins résiduels, où justement quelques espèces fossiles, dont on a retrouvé les fossiles, ont pu survivre jusqu'au Pléistocène et jusqu'au Pliocène, en Méditerranée. Donc des espèces qui sont endémiques, propres à la Méditerranée, ont pu survivre. On a aussi constaté que c'était des espèces qui étaient plutôt d'environnement sursalé. Donc ils aimaient plutôt ce type d'environnement, enfin ils pouvaient tolérer en tout cas un environnement sursalé. Alors maintenant imaginez s'il y avait des mégalodons à cet endroit-là, et il y en avait, puisqu'il y a une zone de nurserie du côté de Barcelone, donc il y avait forcément des mégalodons qui fréquentaient la Méditerranée. Et bien justement, ceux qui se retrouvent piégés dans cette petite flaque, ils meurent très vite, puisque environnement sursalé, il y a très peu de requins qui peuvent tolérer une telle variation. Et enfin, un territoire encore plus restreint. Si je vous dis qu'en Atlantique, c'est déjà restreint pour eux, alors en Méditerranée, dans des petites flaques comme ça, je pense que effectivement, le mégalodon ne devait pas trop apprécier les choses. Donc effectivement, et en plus, ce phénomène géologique a duré quand même 700 000 ans. Il faudra attendre 700 000 ans pour que le détroit de Gibraltar s'ouvre de nouveau et que la Méditerranée se remplisse de nouveau. Mais justement, il ne fait nul doute que cet événement a sans doute eu un impact sur la reproduction du mégalodon et ses territoires de chasse. Donc pour résumer, il ne faut pas voir un seul facteur pour sa disparition, c'est un ensemble de facteurs qui a fait disparaître ce requin géant. Et même s'il avait survécu à la fin du Pliocène, au Pléistocène, avec les périodes glaciaires qu'il y a eu, ça l'aurait totalement achevé. Donc effectivement, au lieu de l'appeler Otodus megalodon, on devrait l'appeler Otodus megalodoph, puisque c'est une espèce éteinte. Voilà, petite blague au passage. Voilà, c'est gratuit. Malgré cela, selon certaines personnes, il existerait des preuves de sa non-disparition. Des témoignages prouvant qu'il serait comme Renaud, toujours vivant, habitant les profondeurs abyssales et remontant à la surface de temps à autre pour faire un petit coucou aux humains.
Et bien justement, voyons voir ce qu'il en est et analysons ces théories cryptozoologiques. Alors on me ressort souvent dans les commentaires, donc YouTube et TikTok pour la plupart du temps, qu'il existerait des dents de mégalodon trouvées sur le fond de l'océan âgées de quelques milliers d'années. Ce qui prouverait que le mégalodon n'a pas disparu il y a si longtemps, il n'a même pas du tout disparu du coup. Donc cette personne nous précise même que les dents ont été retrouvées dans la fosse des Mariannes et qu'elles datent de 10 à 12 000 ans. Voilà, donc si ça date de 10 à 12 000 ans, ça veut dire qu'il est encore vivant aujourd'hui. Mais oui, c'est logique. Et en fait, cette idée vient d'un article paru dans Nature. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Nature est une revue scientifique qui a quand même un grand facteur d'impact, une grande visibilité. Et donc publier là-dedans, ça fait forcément briller sur le CV aujourd'hui. Hein. C'est quand même une revue qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Et justement, cet article étudie des dents de mégalodon qui ont été récoltées par le HMS Challenger. Donc avant de parler de l'article proprement dit, on va recontextualiser cette découverte. Le 21 décembre 1872, le bateau HMS Challenger part de Portsmouth, Angleterre, pour une mission scientifique de 3 ans. À son bord, 243 membres d'équipage, dont le capitaine George Narr et toute une troupe de scientifiques, parmi lesquels nous remarquons notamment le naturaliste britannique William Carpenter, le biologiste canadien John Murray, l'océanographe et malacologiste français Léopold de Follin, sous la supervision du naturaliste écossais Charles Thomson. Et tous ont bravé les océans sur plus de 3 ans, sur plus de 127 000 kilomètres. À l'époque, c'était quand même un exploit. Vous avez justement une des photos d'archives que j'ai pu retrouver dans les fins fonds d'internet, une photo donc de l'équipe scientifique avec une partie de l'équipage du HMS Challenger qui a été prise sur le navire en 1874. Voilà, c'est une super image, donc autant la mettre dans cette diapositive. Le 6 octobre 1875, non loin des îles Oti et Tubaï, Polynésie française, un dragage a été réalisé à 4362 mètres de profondeur. Dragage qui portera le nom de Station 281. Un dragage, c'est une méthode qui consiste à lester lourdement un filet, qu'on laisse couler jusqu'au fond océanique, et après on tire le tout sur plusieurs dizaines de mètres, arrachant tout au passage, des roches, des fossiles, des coraux, des algues, des animaux, etc. Tout y passe. Alors c'est une méthode hyper destructrice pour les fonds marins, qu'on qualifie entre nous de technique du bourrin. Voilà. Parmi les spécimens récoltés, plusieurs dents de requin, dont certaines ayant appartenu aux puissants mégalodons. Dans leur rapport de 1891, Murray et Renard ont identifié officiellement une de ces dents comme appartenant à l'espèce Carcharodon megalodon. 2 autres dents sont restées sous l'appellation Carcharodon, sans distinction d'espèce. Aujourd'hui, on aurait le petit réflexe de mettre un petit SP derrière pour dire qu'on n'a pas identifié l'espèce. Mais en juger par leur caractère, celles-ci sont bien attribuables au mégalodon. Une autre dent a été trouvée à la station 285 le 14 octobre 1875 à environ 800 km au sud-est de l'île Marotiri, Polynésie française, à 4343 mètres de profondeur. Elle aussi a été identifiée comme du Carcharodon sp par Murray et Renard en 1891. Mais encore une fois, en juger par ses caractères, celle-ci est bien attribuable à l'espèce mégalodon. 2 des dents de la station 281 ont été étudiées par l'anatomiste britannique Chernesky Vladimir, dont son travail a été publié dans Nature en 1959. Il considère les 2 dents comme du Carcharodon megalodon. Jusque-là, tout va bien. Ces dents portent des encroûtements de dioxyde de manganèse, et connaissant la vitesse d'encroûtement basée sur les travaux d'un monsieur qui s'appelle monsieur Peterson, l'auteur dit qu'il est donc possible de trouver l'âge des dents. Selon l'auteur, Peterson aurait dit qu'il faut 1000 ans pour qu'au minimum 0,15 mm de dioxyde de manganèse se forme. Le principe est simple, mesurer la plus épaisse des croûtes de dioxyde de manganèse et on en déduit l'âge de la dent. Alors ce qu'on va faire maintenant tout de suite, c'est donc une analyse critique de cet article. Elle ne sera pas complète, pas du tout. Si vous voulez la version longue, je vous mettrai justement le lien de la vidéo sur ce sujet sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est pour une vidéo un peu plus complète. Mais rien que par la couleur des dents, Monsieur Vladimir sait nous dire la genèse géologique de ces dents. Alors je vais vous faire la lecture, concentrez-vous sur la photo de la dent en question. La couleur de la partie principale de la face antérieure de la dent N1 ressemblait au jaune clair de l'œuf de poule, variant du jaune barité au jaune chamois ou au jaune abricot et à l'orange pâle. On le voit clairement sur la photographie comme un champ de lumière entouré du haut et des côtés par une bande foncée et des taches de couleur olive profonde, caractéristiques des dents de requin fossiles trouvées dans le sol et sur le fond de l'océan. Le jaune semble être une couleur naturelle et montre indirectement que cette dent est géologiquement jeune. Voilà la description qu'il nous fait pour cette première dent.
Pour la deuxième dent, il nous fait cette description un peu plus courte, je vous rassure. Donc pareil, focalisez-vous sur l'image de la dent et pas sur le texte. La dent N2 est plus sombre que la première, la couleur olive profonde du fossile est prédominante, la couleur jaune crème chamois occupe visiblement une plus petite surface formant sur la partie frontale plutôt un petit triangle au centre. Bref, pour la couleur, M. Vladimir sait nous dire la genèse géologique de ces dents. Et voici à quoi elles ressemblent. Donc je remercie au passage donc, le docteur Epifanio Vaccaro du Muséum d'Histoire Naturelle de Londres pour m'avoir fourni les clichés. C'est la première fois qu'elle se retrouve en photo en si bonne qualité et en couleur. Donc voilà, c'est l'occasion de vous en mettre plein les mirettes en tout cas. Il a donc mesuré les croûtes de dioxyde de manganèse pour en être sûr et en déduit que les dents ont respectivement 11 333 ans et 24 206 ans. L'auteur ajoute que pour faire des tests au carbone 14 et ainsi dater de scrupuleusement les dents, il faudrait plus de matériel, mais voilà, c'est un fait avéré. Le mégalodon n'aurait pas disparu fin Pliocène comme on le pensait, et c'est sa conclusion justement, il aurait survécu jusqu'à la fin Pléistocène, voire la période Holocène, c'est-à-dire jusqu'à la période que l'on vit actuellement. Alors non, hein, ce serait trop beau. Voyons, par où commencer? Donc déjà, bon, plusieurs petits problèmes dans cette publication qui ne fait qu'une page, parce que le petit paragraphe de la première page peut aisément passer à la fin de l'article en deuxième page. Donc c'est un article soi-disant révolutionnaire de la part des gens qui défendent la théorie de survie du mégalodon. Ouais, non, un article d'une page révolutionnaire, c'est un petit peu léger, on va pas se mentir. Ensuite, lorsque je vous ai lu la description de la couleur des dents, vous êtes peut-être rendu compte d'un gros problème, c'est que ça collait pas du tout à l'image que vous aviez sous les yeux. Et on s'en rend compte par une simple phrase, notamment dans le texte, la dent N2 est plus sombre que la première. La dent N2 plus sombre que la dent N1. Vous voyez très bien que ce n'est pas le cas. Alors, est-ce qu'il a mélangé les dents dans le texte ou seulement dans les figures? Donc si on regarde le texte, la dent N2 est plus sombre, donc techniquement plus encroûtée, c'est le cas, il y a une épaisseur de 3600 micromètres. Donc une couche de dioxyde de manganèse qui est plus épaisse que celle que la dent N1. Donc le texte semble cohérent avec lui-même. Les légendes correspondent au texte également, mais pas les images. Et c'est donc juste les photographies qui ont été inversées. Donc au lieu d'avoir la disposition initiale que vous avez dans le texte, on devrait avoir cette nouvelle disposition. Donc ce type d'erreur enlève malheureusement du sérieux à l'article et le rend un peu plus confus pour le comprendre par la suite. Bref, la couleur, n'en déplaise à Vladimir aussi, n'est pas un indicateur de datation. Regardez mes dents de mégalodon de ma collection personnelle et voilà ce que ça donne. Ces dents ont toutes été trouvées dans le même endroit, à une exception près pour l'une d'entre elles, et elles proviennent toutes d'une roche datée de 11-10 millions d'années, donc dans le même bassin sédimentaire, le même gisement. Et vous voyez qu'elles ont toutes des couleurs différentes. Donc je vois pas le problème de la couleur. En fait, la couleur chez les fossiles, c'est comme chez les gens. Faut pas se fier à la couleur, c'est pas bien. Donc ça veut rien dire, la couleur n'est pas un indicateur de datation. En plus, géologiquement jeune, c'est une expression qui veut tout dire, mais surtout rien dire. 10 millions d'années, c'est géologiquement jeune. Puisque si on compare à l'âge de la Terre 4 milliards 600 millions d'années, même les dinosaures non aviens comme le Tyrannosaurus rex ou les trilobites sont relativement jeunes. Les 500 derniers millions d'années, ce n'est que 1/9 de la vie de la Terre. C'est rien. Donc là, vous voyez sur la charte chronostratigraphique internationale, les 3 premières colonnes plus à gauche sont les 540 derniers millions d'années. Quasiment 1/9. La colonne à droite, là, qui est toute seule, c'est le reste. Autre chose, les calculs de M. Vladimir. Il a précisé qu'il faut 1000 ans pour que 0,15 mm de dioxyde de manganèse se forme. C'est le chiffre minimum qu'il a indiqué. Il a également indiqué le temps maximal, qui est de 1,4 mm en 1000 ans, mais il ne l'a pas utilisé. Du coup, au lieu d'avoir une date absolue pour chacune des dents, on devrait avoir une fourchette de temps. Ce qui rendrait l'article un peu plus objectif et un peu plus rigoureux scientifiquement. Mais vous allez comprendre pourquoi il ne l'a pas fait. Mais avant de commencer les calculs, M. Vladimir a fait une petite erreur dans le recopiage des taux donnés par Peterson. Donc en reprenant la publication originale de Peterson 1955, il ne s'agit pas d'un taux de 1,4 mm pour 1000 ans, mais de 0,4 mm pour 1000 ans. Et c'est nettement différent. La personne n'a pas été capable de recopier un taux correctement. Et c'est paru dans Nature. Refaisons donc les calculs. La dent N1 a un âge compris entre 4250 ans et 11 333 ans, la dent N2 entre 9100 ans et 24 267 ans, et non 24 206 ans.
On constate au passage que M. Vladimir a fait une petite erreur de calcul. Et c'est paru dans Nature. Et vous comprenez pourquoi il n'a pas utilisé la deuxième valeur, puisque ces dates calculées correspondent avant la date de récolte par le changer, donc avant le 6 octobre 1875. On peut donc calculer l'année de la perte de la dent par le dit requin. La dent N1 serait perdue par le dit requin entre l'an 9458 et 2375 avant Jésus-Christ. Et la dent N2 entre l'an 22392 et 7225 avant Jésus-Christ. Alors, petite anecdote au passage, avec le taux à 1,4 mm pour 1000 ans, pour la dent N1, on trouvait l'an 661 après Jésus-Christ. Hein. Voilà, fin d'anecdote. Alors, je précise aussi que l'Holocène commence à 11 700 ans avant Jésus-Christ. 3 des dates ici sur 4 sont pendant l'Holocène, donc autant avouer noir sur blanc que le mégalodon est toujours vivant. Ensuite, ce qu'il ne précise pas, et c'est bien regrettable, c'est que les chiffres donnés par Peterson sont des chiffres dans des conditions idéales de précipitation. Et il faut absolument préciser que ce sont des conditions chimiques idéales. Alors, je suis puriste peut-être, mais ne pas l'indiquer noir sur blanc, c'est comme si on voulait cacher des choses au lecteur. Comme si on voulait orienter sa vision vers son propre avis. S'il y a peu ou pas de manganèse dans l'eau pendant un certain laps de temps, ou au contraire, qu'il y a un excès de manganèse, sans parler en plus de toutes les conditions physico-chimiques et biologiques qu'il faut réunir, eh bien le calcul est faux. Ces dates sont donc très largement contestables. Ensuite, M. Vladimir a été très vite dans son interprétation. La datation qu'il a faite, ce n'est pas celle des dents elles-mêmes, mais le temps de formation de croûte de dioxyde de manganèse et par conséquent, le temps d'exposition de l'objet sur le fond marin. En quoi est-ce différent? Eh bien, vous avez 2 possibilités. Vous avez une dent de mégalodon qui tombe sur le fond océanique. Première possibilité, donc en haut, elle se fait encrouter par du dioxyde de manganèse car l'exposition sur le fond est plutôt longue, la sédimentation très lente. Elle se fait enfouir après quelques milliers d'années, et après des millions d'années, le sédiment devient roche et la dent devient fossile. Puis par un jeu d'érosion, elle devient affleurante, ou presque, en tout cas, ou pas du tout, jusqu'au passage du HMS Changer, technique de bourrin, tout ça. Seconde possibilité, donc c'est le chemin en bas. La dent se fait enfouir presque immédiatement par du sédiment, et après des millions d'années, le sédiment devient roche et la dent devient fossile. Par un jeu d'érosion, la dent fossilisée se retrouve affleurante sur le fond océanique pendant un certain moment, plusieurs milliers d'années a priori, et des croûtes de dioxyde de manganèse se forment dessus, jusqu'au passage du navire, technique de bourrin, tout ça. Donc dans le premier cas, on aurait des croûtes de dioxyde de manganèse fossilisées, voire mélangées avec des récentes, ou pas. Et dans le second cas, on aurait uniquement des croûtes de dioxyde de manganèse récentes. Alors ce serait intéressant effectivement de voir s'il n'y a pas une différence dans l'aspect ou l'empilement des couches de dioxyde de manganèse pour en déterminer si ce sont des vieilles couches de dioxyde de manganèse ou plutôt des récentes. Voilà, chose qui n'a pas été faite dans l'article non plus. Ce que M. Vladimir a donc daté, ce n'est non pas l'âge de la dent, mais le temps de formation des croûtes de dioxyde de manganèse et par conséquent le temps d'exposition des dents sur le fond marin. Interprétation très hâtive et donc complètement fausse de sa part. Je rappelle que c'est paru dans Nature. Enfin, en 1959, c'était peut-être le cas, mais aujourd'hui, il nous suffit d'un échantillon pour faire une datation absolue sur l'objet. Sauf que pour ici, ça ne fonctionnerait pas, pour plusieurs raisons. Pour dater un objet de manière absolue, il faut réunir 2 conditions majeures. Premièrement, utiliser un élément radioactif dont la datation relative de l'objet est comprise dans les 8 à 10 temps de demi-vie de l'élément. Et deuxièmement, que l'objet soit dans un système dit fermé, c'est-à-dire sans échange chimique avec le milieu extérieur. Alors, utiliser le carbone 14 dans sa logique à lui de l'auteur, ce serait bon, puisqu'on peut dater des objets jusqu'à environ 40 000 ans, pas plus loin. Alors au passage, si on vous dit qu'on a daté un os de dinosaure non avien, donc comme du Tyrannosaurus rex hein, par exemple, avec du carbone 14, vous avez le droit de donner une claque à la personne de ma part. Voilà, c'est gentil, ça me fait plaisir. Pour les dents de mégalodon de M. Vladimir, si la datation absolue est réalisée, il y a donc 2 cas de figure. Cas A, le plus probable, la valeur obtenue est de 0. Cela voudrait donc dire que les dents ont plus de 40 000 ans, et que donc le carbone 14 est insuffisant pour dater les objets, qu'il faut choisir un autre radioélément. Et le cas B, c'est la marge d'erreur, mais je pense qu'elle est tout aussi probable que le premier cas, vous allez comprendre pourquoi. Il y a une valeur obtenue, supérieure à 0. Alors ça peut être un chiffre quelconque, ça peut être un chiffre qui tombe pile poil dans les valeurs que Vladimir a calculées. Ça peut arriver. Si les dents sont restées au fond de l'eau pendant très longtemps, entre 4000 et 24 000 ans. Le système chimique n'est plus totalement fermé, il y a l'altération chimique qui a pu survenir et donc biaiser les résultats. Donc dans les 2 cas, en fait, la datation absolue ne peut pas être prise au sérieux.
Enfin, la méthode de datation absolue nécessite de broyer en totalité ou en partie l'échantillon. Donc elle est rigoureuse pour la datation, mais détruit l'échantillon, et en plus elle coûte cher. Hein, on va pas se mentir. Donc si vous utilisez le carbone 14 pour ces objets-là et que vous tombez à côté parce que c'est pas le bon radioélément, vous risquez de vous faire renvoyer du musée ou de l'université, parce que ça coûte vraiment cher. Et que vous avez sacrifié du matériel pour rien. Donc autant être sûr d'abord de sa datation relative avant de faire de la datation absolue sur un objet. Hein. Et le seul moyen de vérifier la datation relative d'un objet serait de trouver ses dents dans leur contexte d'origine, dans leur roche d'origine, et de faire des études plus approfondies sur la géologie des fonds marins via des carottages. Donc là ça consiste à faire un tube qu'on enfonce dans la roche, les sédiments du fond marin. On récupère le tube ensuite et quand on ouvre le tube, on a en fait la stratigraphie dedans qui est conservée. Donc effectivement, il faudrait tomber sur une dent de mégalodon au hasard, mais je pense que si le HMS Challenger a pu tomber dessus, je pense qu'un carottage peut tomber dessus aussi. Ce qu'il faut conclure de cet article. La couleur n'est pas un indicateur de datation. Il y a des erreurs dans les figures, la bibliographie est incomplète et comporte même des erreurs, j'en ai pas parlé, mais voilà. Les dates calculées sont très contestables et comportent même des erreurs, l'interprétation et la conclusion sont fausses, et la datation absolue est irréalisable. Donc non, aucune dent de mégalodon n'est âgée de quelques milliers d'années. Merci de faire circuler, parce que ça me gonfle encore d'entendre ce genre d'argument. Et encore une fois, si vous voulez la version longue, la critique plus complète de cet article, rendez-vous sur cette vidéo. Je vous mettrai le lien de toute façon en description. Et de toute façon, c'est pareil pour tous les articles similaires traitant de la datation de dents de mégalodon par le calcul d'encroûtement de dioxyde de manganèse. Peu importe l'article qui vous parle de cette datation par cette méthode, la seule méthode de datation fiable, c'est le carottage. Si une autre méthode est utilisée par prélèvement, etc., il y a peu de chances que la datation se révèle juste. Bon. En dehors de cette histoire de dents, on me rabâche aussi souvent l'histoire d'un bateau du nom de Rachel Cohen, comme quoi il aurait été attaqué par un mégalodon, qu'il aurait fait un trou énorme dans la coque et qu'une fois au port, les gens ont récupéré des dents encore implantées dessus. Ma réaction quand j'ai entendu cette histoire sous cette forme-là, ça a été « What ? Comment le bateau a fait pour entrer au port avec un trou dans la coque ? Sérieusement. Ou alors il était au-dessus de la ligne de flottaison, mais il faut pas accuser un requin en premier lieu, il faut accuser un narval ou un torpilleur ou le Nautilus, j'en sais rien, mais... Voilà. Bon, en fait, l'histoire du Rachel Cohen de bouche à oreille a été très déformée. Et voici justement la première mention du Rachel Cohen, pour la théorie cryptozoologique en tout cas, extrait de la page 248 du livre « Des poissons si grands » de Klosterman, paru en 1969. Alors je vous fais la lecture. En mars 1954, le cotre australien Rachel Cohen passait en cale sèche à Adélaïde pour un carénage. 17 dents de Carcharodon carcharias, ayant en moyenne 8 cm à la base et 10 cm du collet à la pointe, furent extraites de la quille en bois, juste à l'aplomb de l'arme d'hélice tordue. Le demi-cercle décrit par l'implantation des dents et des traces avait pratiquement 1 mètre de rayon. Le capitaine du Rachel Cohen se souvenait d'un choc nocturne violent lors d'une tempête au large de Timor et avait conclu à une collision avec un des nombreux troncs d'arbres flottant dans cette mer. Les ichtyologues australiens ont attribué environ 24 mètres de long au possesseur d'une telle denture, attirée probablement, comme cela est très fréquent, par les reflets de l'hélice. Voilà, il n'y a rien de plus sur le Rachel Cohen dans le livre. Alors évidemment, je ne vais pas dénigrer l'auteur, qui est quand même plutôt viable comme personne, un héros de guerre, et quelqu'un s'y connaissant énormément sur la pêche au gros, notamment les spadons, etc. Mais disons que cette anecdote manque cruellement de précision et de source. Déjà, l'incident s'est produit en mer de Timor, au nord de l'Australie. Et le bateau est inspecté à Adélaïde, au sud de l'Australie. Donc le bateau n'était pas du tout en difficulté. Hein, contrairement au dire encore une fois de certaines personnes qui défendent la théorie. Voilà, on va se calmer, un bateau qui est en difficulté, il rentre au port le plus proche, hein. Il fait pas le tour de l'Australie, hein. Il dit pas je vais aller faire coucou à mamie à Adélaïde pendant que j'y suis. Hein. Et en plus, quand il est fait mention du souvenir du capitaine, malheureusement, il n'y a pas de date précisée. Eh bien, les dates, c'est très important. Il existe cependant un site internet retraçant les tempêtes qu'il y a pu avoir en mer de Timor au cours des différentes années, et malheureusement, il y en a une à plusieurs par an. Donc là, je suis remonté jusqu'à 1951, hein, donc j'ai pas été plus loin, ma patience a quand même des limites. Et effectivement, donc on a déjà 2 tempêtes qui sont passées entre 1952 et 1954, et toutes les tempêtes ne sont pas référencées sur le site. Donc malheureusement, aucune date ne peut être précisée à ce moment-là. Ensuite,
Si des ichtyologues se sont vraiment penchés sur la question et qu'ils ont vraiment identifié la bête comme du Carcharodon carcharias, donc du grand requin blanc actuel, je ne vois pas pourquoi on rattache cet événement au mégalodon. Mais c'est vrai, au regard d'aujourd'hui, 8 cm à la base et 10 cm de la pointe au collet, c'est énorme. Surtout pour un requin blanc, c'est même hors proportion pour un requin blanc. Ce qui nous orienterait plus vers un mégalodon. Et il arrive que effectivement j'ai des dents de mégalodon chez moi, même un moulage, et ce moulage de dents fait 10 cm de large et 8 cm de la pointe au collet. Ce sont les valeurs strictement inverses. Alors peut-être que les valeurs ont été inversées dans le texte, ou peut-être que les tailles ont été exagérées, ou peut-être aussi qu'il y a eu une mauvaise conversion dans le système métrique, puisqu'en Australie ils n'utilisent pas le système métrique. Autre chose aussi, 17 dents implantées dans la coque. 17 implantées en plus en demi-cercle. Vous allez me dire, où est le problème ? Eh bien, les dents de requin poussent en continu. Il perd des dents pendant toute sa vie. Vous avez plusieurs rangées de dents, donc c'est la ligne horizontale, qui sont les unes derrière les autres. Et chaque dent qui sont les unes derrière les autres, donc chaque colonne verticale, donc ce sont des fils dentaires. Dans une mâchoire de requin, vous avez une à plusieurs rangées fonctionnelles. Alors les rangées fonctionnelles, ce sont des dents qui vont être actives, qui vont mordre dans les proies, etc. Les autres sont des dents de remplacement, uniquement des dents de remplacement. Lorsqu'une dent va être abîmée, usée ou que ça va être son temps, la dent va tomber et la suivante va prendre le relais. Alors au bout d'un certain laps de temps, hein, c'est pas instantané, c'est vraiment genre quelques jours à quelques semaines maximum. Voyez ça vraiment comme des tapis roulants. Chaque fil dentaire, en fait, c'est un tapis roulant indépendant l'un de l'autre. Parce que oui, le requin va pas perdre toutes ses dents d'un coup pour les remplacer d'un coup aussi. C'est vraiment les unes indépendantes des autres. Hein. Heureusement, parce que sinon, s'il perdait toutes ses dents d'un coup, le requin pourrait pas se nourrir pendant plusieurs jours, ce serait un petit peu handicapant. Donc là, en l'occurrence, effectivement, c'est vraiment plusieurs tapis roulants indépendants les uns derrière les uns à côté des autres. Chez le grand blanc, il y a 2 rangées fonctionnelles, soit entre 15 et 26 dents. S'il s'agissait d'un requin blanc, il aurait perdu entre 65 et 100% de sa capacité à se nourrir. Il n'aurait pas pu se nourrir pendant des mois, il serait même mort de faim. Et en plus, comme ils étaient implantés en demi-cercle, c'est pas possible pour un requin blanc parce que ça voudrait dire que les dents non fonctionnelles ont mordu dans la coque. Et ça, c'est une chose impossible. Ce qui nous orienterait plus vers un mégalodon, peut-être. Alors, selon la reconstitution la plus admise pour la mâchoire d'un mégalodon, donc discutable, mais on n'est pas là pour ça, donc c'est celle qui a été notamment proposée par Jim Bourdon en 2004 et qui a été reprise dans la revue Fossile dans l'article de Lebrun et Canvet de 2016. Donc a priori, le mégalodon avait une seule rangée fonctionnelle qui comporte 46 dents. 17 dents en moins, ce serait 37% de perte de capacité à se nourrir. Et comme en plus elles étaient implantées en demi-cercle, c'est plus d'un tiers de la mâchoire qui a sauté. La moitié gauche, la moitié droite, la moitié haute, la moitié basse. Hein, on sait pas. Donc si mégalodon y avait, mégalodon est mort de faim. Et enfin, je me suis renseigné, mais il n'existe aucun bateau du nom de Rachel Cohen dans les années 50. Et croyez-moi, j'ai contacté les principaux instituts concernés à Adélaïde, donc dont les deux principaux sont ici, le South Australian Museum et le South Australian Maritime Museum. Et pour eux, en tout cas après plusieurs jours, voire quelques semaines de recherche de leur côté, aucun bateau du nom de Rachel Cohen dans les années 50. Il y a bien un bateau du nom de Rachel Cohen avant les années 50. C'était un bateau, héros de la Première Guerre mondiale, qui a sauvé quand même pas mal de gens, mais qui a brûlé dans le port Darwin en Australie en 1924. En témoigne justement cette coupure de presse. Et a priori, cette très célèbre histoire n'est que de la fiction. Et j'ai pas été très honnête avec vous lorsque j'ai parlé de Klosterman au début. C'est quelqu'un de fiable, effectivement, je ne dément pas que ça a été un héros de guerre, que c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien en pêche à l'espadon ou d'autres gros poissons, mais il avait tendance à ajouter un petit peu de piment et de fiction à ses histoires de poissons. Histoire de pimenter un petit peu les pêches ennuyeuses ou ce genre de choses. Alors soit ici, effectivement, c'est une histoire qui est volontairement ajoutée de sa part, soit il pensait que c'était vrai, mais il a été abusé par des personnes qui lui ont rapporté cette histoire. Ce qui reste plausible aussi. Hein. Donc malheureusement, on peut pas donner de crédit à cette anecdote. On peut pas interroger Klosterman lui-même puisqu'il est décédé en 2006. Donc voilà, ça restera un mystère, mais selon moi, le Rachel Cohen de 1954 n'a jamais existé. C'est que de la pure fiction. Alors, on me ressort aussi différents témoignages de pêcheurs ayant vu tel ou tel requin gigantesque.
Alors effectivement, là par exemple, on a Martine, et vu la tête du chien, je pense qu'effectivement ils ont dû voir un énorme requin dans l'eau. Et bien justement, en termes de témoignages, il y en a différentes sortes. Il y a les témoignages oculaires, les témoignages photographiques, et les témoignages visuels, vidéo si vous préférez. Alors je ne vais pas parler en détail des témoignages oculaires, Monsieur Rush a écrit un très bon article en 1998 qui critique très bien les différents rapports. Il est présent sur internet en anglais, je suis désolé, il n'y a pas de traduction, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Mais en tout cas, bien souvent, selon lui, il s'agit soit d'exagération, d'abus, d'un manque de connaissances, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Concernant les photographies, en faisant mes recherches, j'ai trouvé ces deux photos relativement anciennes. On peut y voir nettement l'attaque de deux bateaux par un requin aux grandes proportions. Parce que si on se réfère aux bateaux et à la taille des humains, ces requins sont trop gros pour être des requins blancs. Donc vous en avez une qui date du 11 mai 1918, donc, qui a été prise près de l'île Broughton, près de Port Stephens, et l'autre le 14 avril 1932, du côté de la passe de Doumbéa, en Nouvelle-Calédonie. Donc voilà, rien qu'en regardant ces photos, on se dit, mais oui, effectivement, ça semble crédible quand même, une attaque de requins géants d'un gros bateau quand même, parce que c'est pas des petits bateaux, ça semble crédible. Et en fait, il s'agit de deux photomontages réalisés par une amie qui s'appelle Kakasdal, que je remercie au passage. Ça lui a pris maximum 30 minutes à faire, avec un bon logiciel de montage. Et c'est pour ça que justement on ne peut pas accorder de crédit aux photographies en science. Elles sont souvent truquées. Là vous pouvez me dire, non mais aujourd'hui oui, mais à l'époque, moi j'ai souvenir d'une photo des années 40 avec un sous-marin et un mégalodon qui est bien visible dessus. Vous parlez de cette photo-là ? Alors en effet, selon cette photo, le 18 décembre 1942, au Cape Town en Afrique du Sud, le sous-marin allemand de l'époque, dont j'ai caché le sigle justement en haut, aurait aperçu des nageoires d'un requin géant. Et effectivement, si vous comparez la distance entre la nageoire dorsale et la nageoire caudale avec le sous-marin, ça fait un très très gros requin. Cependant, il s'agit aussi d'une photo trafiquée, pour les besoins d'un documentaire dont je vous ai pas parlé au début, Megalodon The Monster Shark Lives de Discovery Channel, paru en 2013. Donc effectivement, vous voyez l'original, il y a quand même d'énormes différences entre les deux, donc comme quoi trafiquer les choses c'est assez facile. Il suffit de rajouter une localité, une date et puis un petit sigle en allemand de l'époque en tout cas, pour rendre crédible une photographie, non. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ça. Donc voilà, il suffit pas de ce genre de choses pour rendre crédible une photographie. Et souvenez-vous de cette photographie du monstre de Loch Ness, connue sous le nom de The Surgeon's Photograph, publié le 21 avril 1934 dans le Daily Mail et dont la paternité est attribuée à Robert Kenneth Wilson, un gynécologue londonien. C'est la plus célèbre de toutes les photos du monstre du Loch Ness. Et c'est un certain Christian Spurling qui va se confier, lors d'un entretien, auprès de deux auteurs anglais. Alors peu avant son décès, alors peu c'est relatif, c'est quand même plusieurs mois, 9 mois je crois avant son décès, donc en 1993. Donc il se confie, il dit que la photographie est partie d'une vengeance d'un certain Marmaduke Wetherell à l'encontre du Daily Mail, qui demanda donc à son gendre, qui est Christian Spurling, de réaliser un montage avec un sous-marin pour enfants affublé d'une tête sculptée. Wetherell aurait demandé par la suite à Wilson, une de ses connaissances, d'endosser la paternité du cliché pour donner de la crédibilité à sa photographie. Question que je me pose, pourquoi avoir attendu près de 60 ans pour révéler que cette photographie n'était qu'un canular ? Et justement, que ce soit pour la popularité ou l'argent, il ne fait nul doute qu'il y avait une raison derrière cette attente, même si ça part d'une vengeance. Une vengeance, ça va bien 5 à 10 ans, hein. 60 ans quand même, faut pas exagérer, hein. Donc on ne peut pas, hélas, attribuer du crédit scientifique au témoignage photographique. Ça peut servir de piste, de base, qu'il faut pas négliger quand même, mais malheureusement, bien souvent, ce sont des canulars. Alors, pour les témoignages vidéo, c'est pareil. Vous avez par exemple sur cette chaîne Cancer labellisée Poupub, Poup faisant référence au caca, 3 vidéos au moins montrant soi-disant des mégalodons capturés en vidéo dans la vraie vie. Waouh, mon Dieu, ça doit être vrai. Et je vais pas trop m'étendre sur le sujet, parce que justement j'ai déjà fait une vidéo un petit peu parodique sur le sujet, mais dont la critique reste véridique quand même. N'hésitez pas à aller la voir aussi à la fin de la conférence, je vous mettrai le lien en description. Ça fait quand même 4 vidéos à aller voir après la conférence, j'espère que vous ferez vos leçons, il y a une évaluation écrite, préparez-vous. Donc, peut-on vraiment accorder du crédit au témoignage en science ? Hélas, non. L'être humain est faillible et par conséquent il est soumis à plusieurs biais, et je vais vous en démontrer quelques-uns. Le premier concerne ses connaissances. On est limité en termes de savoir, on ne peut pas tout connaître sur tout. Par exemple, pour ces vidéos, les chaînes Cancer vous diront que ce sont des mégalodons, comme Jason Statham le dit très bien dans le GIF ici. Sauf que quand on creuse un peu plus loin que ces chaînes,
Le premier en tout cas est identifié comme un lémarque du Pacifique, Somniosus pacificus, une femelle d'ailleurs qui est le record pour cette espèce, 7 mètres de long. Alors la chaîne Cancer en question le présente comme un mégalodon qui a été filmé dans la fosse des Mariannes, etc. Alors on n'était pas dans la fosse des Mariannes, donc fosse des Mariannes c'est entre 8 et 11 000 mètres de profondeur, c'est quand même pas rien. Là on était à 1220 mètres de profondeur, on n'était pas dans la fosse des Mariannes, mais dans la baie Suruga au Japon. Voilà, c'est quand même un petit peu différent. La deuxième vidéo est un requin grisé, de l'espèce Exanchus griseus. La vidéo d'ailleurs dont c'est extrait, Drazen, donc dit qu'il y a ce qu'il y a sur le gif, le nom de genre avant de s'extasier. Bon, il y a de quoi, parce que l'individu faisait peut-être 5,50 m de long, ce qui serait un record pour cette espèce. D'ailleurs, j'ai pu vous préciser au passage, c'était une femelle. Voilà. Mais justement, ce qui est assez marrant, c'est qu'avec la chaîne Cancer en question, c'est qu'il avait mis d'abord la vidéo avec sa voix off et tout par-dessus pour présenter un peu la vidéo, et juste après, il avait remis la vidéo neutre, sans savoir ajouter, avec le son de la vidéo originale. Autrement dit, il dit juste avant que c'est du mégalodon, et juste après, on entend Exanchus. Voilà, là, je n'ai rien d'autre à dire à part vous dire que ces chaînes Cancer vous prennent vraiment pour des billes. Hein. Je suis désolé, mais honnêtement, moi, j'aurais pas un irrespect comme ça pour mon public. Voilà. Après, ça a plus de 200 000 abonnés, etc. Oh mon Dieu, plus de 200 000 abonnés, ce genre de chaîne, voire du million, hein, pour certains. Bon, pour le biais de connaissances, si vous avez des doutes, rapprochez-vous des experts. Pour les requins, vous avez notamment l'APEX, donc l'Association pour l'étude et la conservation des sélaciens, donc qui est présente sur Facebook. N'hésitez pas à les suivre, qui existe en France, justement. Et vous avez également le très bon guide de la chose sur les requins du monde. Rien que ce livre, en tout cas, vous permettra d'identifier pas mal de requins que vous pouvez voir dans les vidéos Cancer et ce genre de choses. Et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à faire des recherches avant de demander aux experts, évidemment. Voilà, donc il faut chercher un petit peu sur Internet avant de contacter les gens, quand même, s'il vous plaît. Cherchez par vous-même. Donc, vient ensuite le biais d'estimation. Vous posez un anaconda à une certaine distance et vous demandez à des observateurs combien mesure l'animal. Alors, vous aurez beaucoup de résultats différents, très hétéroclites. Ici, j'exagère à peine. 15 mètres, je te dis. Mais non, il fait 8 mètres. Bon, voilà. Et finalement, quand on leur dit, le serpent fait 3 mètres, voilà, bizarrement, on a quand même des résultats qui sont bien loin de la réalité. Et cette expérience a été faite notamment par Yat Vemil, qui est retranscrite dans son livre, qui est particulièrement intéressante comme expérience et bien véridique. Alors, je remercie au passage d'ailleurs Eiffel Retail de m'avoir fourni la référence. Et justement, ce qu'il faut conclure de cette expérience, c'est qu'en général, on est nul pour estimer les distances, on est nul pour estimer les tailles. Alors, estimer une taille à une certaine distance, voilà, on n'est quand même pas très bon là-dedans. Il y a de très rares personnes, on le compte pas dans l'œil, ils sont vraiment bonnes là-dedans, mais la plupart du temps, on est vraiment nul. Hein, faut pas se cacher, on va pas se mentir. Il y a également le biais mental, qui est souvent dû à un état de choc, comme un comportement agressif, ici, d'un énorme requin, etc. Et après, quand on demande du coup aux témoins, quelle taille faisait le requin? De quelle espèce s'agissait-il? Quelle couleur avait-il? Quelle était la forme de ses dents ou du museau? Et bien souvent, les témoins ont du mal à répondre. Ça se passe si vite et leur cerveau enregistre tellement vite leurs informations que les informations ne sont pas enregistrées comme ils le devraient. Et parfois pas comme il le faudrait. Les tailles peuvent être exagérées, le comportement aussi selon l'état de choc. Mais rassurez-vous, c'est normal. C'est pas quelque chose qu'on maîtrise. C'est normal d'avoir un état de choc qui accentue les choses parce que ça nous a profondément marqué. Et comme on est régi par des émotions ou que le cerveau il fait un peu n'importe quoi, bien on a tendance à exagérer les choses. Mais rassurez-vous, c'est involontaire. Le dernier biais qui me semble important de préciser dans ce genre d'études, c'est le seul biais volontaire de la part de la personne, c'est le biais moral. Lorsqu'on sort « des pêcheurs ont vu un énorme requin, ils ont eu peur, ils n'ont pas voulu travailler pendant des semaines, et c'est pas dans leur avantage de pas travailler parce qu'ils perdent de l'argent, c'est leur source de revenus », je réponds en général que c'est carrément dans leur avantage en fait. Moi j'ai tendance à voir le mal un peu partout, je me méfie un petit peu des gens quand ils me racontent des histoires un peu farfelues comme ça. Je me demande, mais qu'est-ce qu'une histoire pareille pourrait leur rapporter? Eh bien, ils font parler d'eux. Juste ça, en fait. Des personnes s'intéressent à leur histoire et s'intéressent par là même à leur entreprise. Les pêcheurs restent inactifs pendant un moment. En attendant, ils parlent de leur histoire dans les bistrots, les bouches à oreille, etc. Le bouche à oreille, il ne faut pas le négliger. Hein, c'est très important. C'est vraiment un phénomène qui est très important dans les sites touristiques et compagnie. Alors, imaginez pour les entreprises ce que ça doit être. Et ils racontent aussi leur histoire aux journaux.
Et bien souvent, ce sont les journaux locaux qui vont justement relayer cette histoire. Et quand ils vont justement reprendre leur activité, bizarrement, leurs revenus vont considérablement augmenter. Ils vont même pouvoir renflouer cette période à vide qu'ils ont eue juste avant. C'est du marketing, rien de plus. Alors c'est pas une méthode loyale, c'est vrai, mais c'est une méthode qui fonctionne et qui a déjà fait ses preuves. Et là justement, on en revient à la photo du monstre Loch Ness de tout à l'heure, hein. Que ce soit pour l'argent ou la popularité, il y a quand même une raison pendant ces 60 années de silence vis-à-vis de cette photographie. Tout le monde y a cru. Donc nous avons vu plusieurs biais. Alors il y en a beaucoup d'autres, et évidemment je n'ai traité que ceux rapidement qui m'intéressaient. Vous avez les biais involontaires, le biais de connaissance, le biais d'estimation et le biais mental. Et le biais volontaire, le biais moral. Donc est-ce qu'il faut croire les témoignages en science? J'en sais rien, je ne pense pas. Ce ne sont pas des preuves scientifiquement parlant. Ça c'est une chose sûre. Ce n'est pas une preuve scientifique. Mais ils peuvent servir de piste pour voir si c'est plausible. Bon, bien souvent, on retombe dans une de ces catégories-là, hélas. C'est comme l'explique très bien le Rush de 1998 tout à l'heure, donc l'article qui est en ligne sur Internet. Justement, bien souvent, on retombe dans une de ces catégories-là. Donc les témoignages ne sont pas des preuves scientifiques, mais il ne faut pas non plus les négliger pour autant. Bien souvent, on va avoir une explication rationnelle derrière ce témoignage, mais c'est très rare qu'on n'ait pas d'explication. C'est très très rare. Et on constate aussi un problème au niveau des dates des témoignages sur le mégalodon. Le plus ancien témoignage, à ma connaissance des recherches que j'ai pu faire pendant 3 ans, c'est celui des pêcheurs dans Port Stephens en Australie datant de 1918. Mais avant cela, bizarrement, on n'a rien. Le mégalodon a été décrit en 1835 par Agassiz, nous l'avons vu, il est connu du public depuis 1835, ou d'un public très restreint. Mais il a été rendu populaire auprès du public en 1909 par la première reconstitution d'une mâchoire réalisée par Bashforn Dean au Muséum de New York. Et le temps que ça se popularise auprès du public, il a peut-être fallu 9 ans pour que des personnes croient voir des mégalodons alimentant le folklore et même bisutant les jeunes mousses qui viennent d'arriver sur un nouvel équipage. Voilà, donc au bout d'un moment, les témoignages, il y a aussi ce biais-là, c'est qu'on a un gros problème au niveau des dates. Il n'y a rien avant qui correspond à des témoignages de mégalodons. Pas à ma connaissance en tout cas. Donc nous l'avons vu, les dents de mégalodon âgées de quelques milliers d'années, c'était du flan. L'histoire du Rachel Cohen, a priori le bateau n'a jamais vraiment existé, est très bancale et manque cruellement de précision et de sources. Et les témoignages qu'on peut avoir sont douteux, biaisés et pas forcément sans intérêt commercial. Et surtout, rien ne fournit une bonne preuve que le mégalodon existe toujours. Malgré cela, oui encore, on me sort d'autres arguments. Par exemple, le mégalodon a pu s'adapter en voyant le climat changer. Mais on l'a jamais vu, il se cache sans doute dans les abysses. On n'a pas tout exploré des océans, seulement 1, 5, 10, 15, 20%. Oui, parce que les chiffres varient d'une personne à une autre. On n'a pas de preuve de sa disparition. Bla 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 bla. Ouais. Donc prenons un raisonnement par l'absurde. Si on va par là pour le mégalodon, on peut le faire pour n'importe quelle espèce fossile connue. Comme par exemple le Tyrannosaurus Rex. Donc le T-Rex, on ne l'a jamais vu. Il existe probablement en forêt amazonienne, puisqu'on n'a pas tout exploré de cette forêt. Il était en Amérique du Nord il y a 66 millions d'années. Il a survécu jusqu'à aujourd'hui en migrant en Amérique du Sud parce qu'il a vu la météorite arriver. On n'a pas de preuve de la disparition du T-Rex. Il se cache peut-être en Amazonie. Voire, il a très bien pu s'adapter à un environnement qui était à la base hostile pour lui, extrêmement froid, et vivre en Antarctique, puisqu'on n'a pas tout exploré de l'Antarctique. Et dans les abysses, j'imagine très bien un T-Rex en tenue de plongée où il se serait adapté subitement à la respiration avec des branchies. Hein ? Bon, vous voyez à quel point ça peut être ridicule pour un T-Rex, et ben ça l'est tout autant pour le mégalodon. Bon, déjà le fait qu'il se cache. Se cacher, par définition, ça veut dire qu'il a une volonté de ne pas se montrer. Le mégalodon. Ne pas se montrer à qui? À nous, Homo sapiens? Ce gigantesque requin aurait peur de si petites choses comme nous alors qu'on vit sur la terre ferme. Ça semble ridicule. Vous regardez les autres espèces de requins, elles s'en fichent totalement de nous. Là, quand on emploie cet argument, en fait, on fait de l'anthropocentrisme. Enfin, on transpose notre façon de penser sur le requin, et c'est pas du tout comme ça qu'un requin pense. Alors oui, je suis pas un requin, je peux pas savoir comment un requin pense, mais si vraiment il avait envie de se cacher de nous parce qu'on lui fait peur ou quoi que ce soit, tous les requins feraient pareil. Il n'y a pas que le mégalodon qui se cacherait. Hein. Donc non, c'est pas un argument valable encore une fois. L'argument, on n'a pas tout exploré des océans, ça me dérange. Non pas parce que j'arrive pas à le contredire,
C'est jusque-là, on n'est plus dans le domaine de la science, mais le domaine de la croyance en fait. Le doigt est mis sur une lacune dans les connaissances actuelles, et cette lacune est comblée par un fantasme. L'exemple repris avec cet argument, c'est celui du sélacanthe. Le premier fossile décrit, c'était... Ah bah tiens, notre copain Louis Agassiz en 1832. Le premier spécimen pêché, c'était en 1938, près de 100 ans après. Il est l'exemple typique du taxon Lazare, c'est-à-dire d'un groupe qu'on croyait disparu, mais dont on retrouve des représentants après une période de non-présence. Parce que justement, les derniers fossiles de sélacanthe connus remontent à 90 millions d'années. Entre 90 millions d'années et aujourd'hui, on n'a aucune trace fossile, pour l'instant. Donc c'est l'exemple typique du taxon Lazare. Sauf qu'ici, c'est un cas particulier, non applicable pour le mégalodon. Parce que le mégalodon, c'est Autodus megalodon, c'est une espèce. Le sélacanthe, c'est pas une espèce, c'est un groupe. L'ordre des sélacanthiformes, regroupant plusieurs centaines d'espèces. Les sélacanthes actuels sont représentés par 3 espèces, a priori aujourd'hui, depuis 2020 en tout cas, vivant dans l'océan Indien et en Indonésie, entre 100 et 400 mètres de profondeur, et se cachant dans des grottes sous-marines. D'où les difficultés d'ailleurs pour en voir. Les fossiles sont comptés à plusieurs centaines d'espèces, dont on retrouve des fossiles sur presque tous les continents. On les retrouve dans des roches traduisant un environnement marin, voire dulsacicole, c'est-à-dire d'eau douce. C'était un groupe hyper diversifié dans le passé. Aujourd'hui, il est très restreint, mais à l'époque, on en retrouvait partout. Le mégalodon, c'est une espèce, il est très gros, cosmopolite, il fréquentait les côtes et la surface. Environnement qu'on connaît très bien, qui est compris d'ailleurs dans les X%. Dans les X% explorés, c'est la surface, l'environnement qui est le plus facile d'accès pour nous. La surface et les côtes. Ça, par contre, on connaît très bien. Et de toute façon, même si 100% des océans étaient explorés, ces personnes diront toujours « Non mais pendant qu'on explorait en Atlantique, il était caché en Pacifique ». Ouais, non, mais au bout d'un moment, ce n'est pas un argument valable. Hein. Sous prétexte qu'on n'a pas tout exploré des océans, on peut donc dire il y a des T-Rex en tenue de plongée ou avec des branchies dans les océans. Après tout, je peux croire ce que je veux. Hein. On n'a pas tout exploré les océans, mais c'est pas parce que j'y crois que c'est la vérité. Vous voyez la différence entre la vérité qui s'établit sur des faits scientifiques et la croyance qui est là parce que j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire, laisse-moi y croire. Mais c'est pas pour autant que vous devez clamer ça comme de la vérité. Si vous clamez ça comme de la vérité, c'est à vous de prouver que votre croyance est vraie, par des faits scientifiques. On ne peut pas avoir des preuves des disparitions. Alors c'est vrai que c'est bizarre dit comme ça, la formulation est un petit peu insolite, mais c'est vrai. On n'a que des preuves directes d'apparition d'espèces, jamais de preuves directes de disparition. Par exemple, ici, vous avez une série sédimentaire. Donc, principe de Sténon, le plus bas dans la série sédimentaire, c'est le plus ancien. D'accord ? Principe de superposition, tout ça. Donc, le plus haut est le plus récent. Donc, au début, vous fouillez par le bas, de bas en haut. Donc, vous fouillez d'abord par le bas et vous trouvez aucune dent de mégalodon. Ok. De toute façon, vous savez même pas ce que c'est qu'une dent de mégalodon. Et là, d'un coup d'un seul, sur la série sédimentaire, paf ! Vous avez une dent de mégalodon. Visuellement, vous avez votre dent dans votre main. Vous dites déjà, visuellement, ça sent bon. Hein, je me dis que je crois que j'ai une dent de mégalodon dans les mains. Alors peut-être que j'ai sniffé un peu trop de phalange, je vais quand même vérifier. J'essaye de passer mon doigt au travers. Ah, effectivement, mon doigt ne passe pas. J'ai bien une dent de mégalodon dans la main. Donc vous êtes super content parce que bon, c'est quand même bien. Les dents de mégalodon, on va pas se cacher. Donc vous continuez la série sédimentaire, vous trouvez plein de dents de mégalodon, vous êtes content. Voilà, parce que vous avez une belle collection, parce que vous pouvez en faire des colliers, des pendentifs, des piercings, etc. Ouais, des piercings. Et d'un coup, un seul dans la série sédimentaire, paf, plus de dents jusqu'au haut de la série. Ah déjà visuellement, vous tenez rien dans votre main, donc vous voyez pas la dent visuellement dans votre main. Et vous essayez de passer votre doigt à travers quelque chose qui n'existe pas et vous dites ah oui effectivement j'ai rien dans ma main. Donc vous en concluez qu'il a disparu quoi. C'est vraiment ça. C'est le même principe que si je me cachais derrière un bureau pendant que je faisais un cours ou une conférence etc. Vous me voyez debout et quand je me mets à 4 pattes derrière vous me voyez plus. Par conséquent, j'ai disparu. Et là, les petits malins dans la classe diront « Oui, non mais attends, c'est peut-être parce que justement, t'es caché derrière ton bureau, donc si je me lève et que je regarde derrière le bureau, je te verrai. » Effectivement, donc le mec qui a fouillé la série sédimentaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fouiller toute la séquence sédimentaire en question, sur toute l'étendue, la superficie, tous les hectares. Et du coup, il constate qu'effectivement, sur le haut de la série, il n'y a plus de dents de mégalodon. Donc là, imaginez toujours dans la situation de la métaphore, je suis plus derrière le bureau, j'ai une petite trappe qui me conduit vers l'extérieur.
Voilà, donc du coup, là, vous me voyez pas derrière le bureau, vous me dites, mais où est-ce qu'il est passé? Il est peut-être dehors, il a peut-être pas disparu, il a peut-être pris un passage secret, etc. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous lever, vous allez me chercher dehors, à l'extérieur, sur toute la surface de la planète, pour voir si j'ai vraiment disparu. Et justement, c'est ce qu'on fait avec le mégalodon. Donc là, il a disparu de cette séquence sédimentaire. Eh bien, si on reprend la carte de Pimento Real de tout à l'heure, maintenant on regarde la même chose pour toutes les séquences sédimentaires où on retrouve des dents de mégalodon. Et on constate la même chose sur la fin des séquences. On a une disparition de dents de mégalodon à l'échelle mondiale. Donc, on doit conclure que le mégalodon a disparu à l'échelle mondiale. On n'a pas de preuve directe, c'est une interprétation due à une absence de preuves. Et puis, dans la séquence sédimentaire que je vous ai présentée, il n'y a pas que le mégalodon qui y vivait. Pour toutes les espèces fossiles, c'est la même chose. Je vous ai présenté tout à l'heure Pelocetus mirabilis, une baleine cétothéridée qui a vécu en même temps que le mégalodon dans l'Anjou il y a 11 millions d'années. Mais il n'y a pas de théorie sur sa survie. Pendant cette séquence sédimentaire, un autre micro-organisme vivait en même temps, qu'on appelle un foraminifère, de l'espèce Pararotalia serrata, forme épineuse même exactement. Lui aussi a vécu au cours du Tortonien. Mais pareil, pas de théorie sur sa survie de l'espèce. Pourquoi? Alors, pour la Pelocetus mirabilis, je pense que les baleines, on en a tout le tour du ventre, donc une baleine de plus ou de moins, je pense que le public s'en fiche un petit peu, hein, surtout une baleine de 10 mètres. Nous, on a la baleine de 30 mètres aujourd'hui, le record du côté des mammifères. Voilà, donc une petite baleine de 10 mètres, voilà, c'est un petit joueur, hein, donc on s'en fiche pas mal. Et pour le foraminifère, bon déjà, le foraminifère, c'est un groupe qui est pas connu, hein, du grand public, donc le grand public s'en fiche un petit peu. Et les rares personnes qui s'y intéressent diront, bah, on a déjà plein de foraminifères en fait actuels. Donc, qu'est-ce qu'on ferait d'un foraminifère de plus qui a survécu pendant 11 millions d'années? N'importe quoi. Et justement, c'est ça le problème. Là, je vous mets le doigt sur quelque chose de très important, c'est que la baleine et le foraminifère ne font pas sensation. Tandis qu'un requin géant d'une vingtaine de mètres, bah alors là, ça y est, vous avez tout gagné. Si vous parlez du T-Rex, si vous parlez du mégalodon dans vos vidéos ou dans n'importe quel lieu, vous allez attirer le public, vous allez attirer l'attention des gens. Parler d'une petite baleine ou d'un foraminifère, personne ne vous écoutera. Donc justement, le problème, il est là. C'est que justement, le mégalodon fait sensation. Et c'est pour ça que la théorie existe, et pas sur les autres bestioles préhistoriques. Pourquoi faire une exception pour le mégalodon et pas pour les autres espèces disparues? Contemporaines du mégalodon ou non d'ailleurs. Si entre scientifiques nous ne sommes pas d'accord sur la famille, le genre, la taille, le poids ou la reproduction du mégalodon, on est tous d'accord sur une chose, la paléoécologie du mégalodon. C'était un requin de surface, affectant les environnements côtiers, tempérés chauds à tropicaux et un prédateur actif au sommet de la chaîne alimentaire. L'idée qu'il puisse vivre dans les profondeurs abyssales, où les températures sont basses, les proies rares, la pression colossale et la luminosité nulle et un oxygène faible, c'est absurde. C'est tout aussi absurde que de voir un mammouth laineux en plein désert du Sahara. Chose qu'ils ont faite dans ce film, pour ne pas dire un navet. Petite parenthèse au passage, le mammouth laineux a des caractères morphologiques qui font qu'il va vivre dans tel environnement. Hein. Là, en l'occurrence, il a une épaisse fourrure, il a une épaisse couche de graisse, des petites oreilles. Voilà, donc tout est fait un petit peu chez lui pour qu'il puisse vivre dans un environnement qui est froid. Donc mettez-le en Égypte antique où tout le monde se balade torse-poil. Je crois que le mammouth laineux ne fait pas 2 minutes dans ce type d'environnement. Hein? Et pour ceux qui pensent que justement il aurait pu s'adapter ou qu'il s'est transformé en éléphant moins poilu, non, le mammouth a disparu sans laisser de descendants. Hein? Les autres éléphants ont rien à voir avec lui. Donc, l'environnement de vie du mammouth laineux n'est pas en accord avec l'environnement du désert du Sahara. Eh bien, l'environnement de vie du mégalodon n'est pas en accord avec l'environnement des abysses. Et là, on pourrait me rétorquer, et les évolutions adaptatives, tu connais? Ouais, non, des fois, ça pique un peu les yeux. Alors bon, évidemment, c'est un troll, hein, c'est moi qui l'ai fait, ce commentaire. C'est à peine pour exagérer, c'est juste que voilà, quand vous êtes sur YouTube, TikTok, bon, TikTok, il y a un nombre de caractères qui est limité, mais quand vous êtes sur YouTube, que vous écrivez des commentaires, s'il vous plaît, faites un effort sur l'orthographe. Il y a des fois, ça pique vraiment les yeux. Hein. Moi-même, j'ai des problèmes de dyslexie et compagnie, je fais un effort quand même, je me relis plein de fois pour être sûr que je fais pas de faute. Ou passer par un correcteur orthographique, je sais pas. Surtout quand c'est une phrase aussi courte, hein, un paragraphe, bon, je dirais, ok, c'est bon, tu peux faire des fautes, je m'en fiche. Mais quand c'est plusieurs fautes dans la même phrase ou plusieurs fautes par mot,
Voilà, faut faire un effort. Bon, moi de mon côté, j'ai une vision un petit peu des choses, un peu brute. Pour moi, si la personne ne sait pas réfléchir pour écrire sa langue maternelle, par conséquent, tout ce qu'elle pourra dire, c'est que ce ne sera pas réfléchi derrière. C'est pas quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Mais bon, je vais mettre de côté mon amour pour la langue française. Cette personne n'a peut-être pas tort. Est-ce que l'évolution, l'adaptation, ne serait pas la clé de survie du mégalodon? Bon, déjà quand on me sort, le mégalodon a pu s'adapter en voyant le climat changer, hein. C'est un gros non. Une espèce ne s'adapte pas en fonction des observations sur son environnement, elle s'adapte en conséquence de ces changements. Elle ne fait que les subir. C'est la sélection naturelle. Du coup, qu'est-ce que l'évolution? Qu'est-ce que l'adaptation? Il s'agit là d'un sujet très compliqué, impossible à vous résumer en 5 minutes, et je pense que même le plus imminent paléontologue du monde ne serait pas capable de vous répondre en étant clair et en prenant en compte tous les paramètres, parce que tous les paramètres ne sont pas connus. Déjà, l'adaptation aborde la notion d'espèce, qui n'est pas franchement évidente à définir en paléontologie, ou dans l'évolution. Pour les animaux actuels, la biologie actuelle, la définition est simple, entre guillemets, elle est quand même plus simple qu'en paléontologie, hein. Vous faites reproduire deux individus morphologiquement proches, s'ils ont une descendance féconde dans la plupart des cas, c'est la même espèce. Voilà. Et en plus, vous avez la génétique pour vous aider. Ah, c'est beau, hein, la biologie actuelle. C'est facile, la biologie actuelle. Et avec les fossiles, j'ai essayé de mettre deux dents de mégalodon sur un lit, avec une lumière un peu tamisée, du Barry White en fond sonore, etc. Même une bougie au gingembre, ça n'a pas marché. Parce que justement, les dents de mégalodon, ce sont des fossiles. Par conséquent, ce sont des cailloux. Ils peuvent pas se reproduire. Et la génétique, vaut mieux pas y penser, parce que quand c'est fossilisé, c'est pétrifié, c'est-à-dire transformé en pierre. Tout ce que vous pourrez retrouver dans certains fossiles sous certaines conditions, c'est des traces de protéines. C'est tout ce que vous allez retrouver. Ça a été fait dans un os de T-Rex vieux de 68 millions d'années. On a retrouvé du collagène et de la kératine qu'on a pu comparer aux autres protéines semblables du monde vivant actuel, et c'est là qu'on a trouvé que le T-Rex était quand même plus proche des poules et des autruches que des crocodiles. Voilà, c'est juste une petite anecdote au passage. Pour le mégalodon, ça n'a jamais été fait et je doute que ça soit fait un jour. Donc du coup, pour la paléontologie et l'évolution, on n'a que l'anatomie comparée, la morphologie. Pour l'adaptation, il y a également énormément de paramètres à prendre en compte. Notamment la plasticité phénotypique. Moi, personnellement, ça me parle pas, j'ai pas été dans la bonne université pour l'étudier. Pourtant, j'ai un master en paléontologie, mais j'ai vu d'autres phénomènes évolutifs, mais j'ai pas vu celui-là. Voilà. Et tandis que d'autres qui ont été à Paris, par exemple, ils ont pu voir ce phénomène évolutif, mais ils en ont certainement pas vu d'autres. Voilà. Mais il y a un paramètre que je pense tout le monde peut comprendre, c'est la stratégie reproductive. Prenons deux exemples chez les mammifères placentaires, une souris commune et un éléphant des savanes d'Afrique. Une souris femelle va avoir une espérance de vie de 3 à 5 ans, une maturité sexuelle de 45 jours, une gestation de 18 à 21 jours, 5 à 18 petits par portée et des gestations espacées de 42 jours. En optimisant les calculs, en faisant en sorte que la souris femelle ait un maximum de petits pendant sa vie, une souris femelle va mettre au monde maximum 540 petits. Une éléphante va être mature sexuellement entre 9 et 15 ans, une gestation de 22 mois, 1 à 2 petits par portée, des gestations espacées de 2 ans et demi à 5 ans et arrêtera de se reproduire à environ 50 ans. En optimisant les calculs, une femelle éléphant va mettre au monde maximum 20 petits. Et je vous ai dit 1 à 2 petits par portée, les 4 gémellités, donc le fait d'avoir des jumeaux, c'est très rare chez les éléphants. Donc on est quand même plus proche du 10 petits dans la vie d'une femelle. Maximum. Donc sur la reproduction sur ce critère-là, une mutation techniquement peut arriver plus vite chez les souris que chez les éléphants. Ce n'est pas pour rien que les souris sont malheureusement utilisées en laboratoire plutôt que des éléphants. Bon, déjà, imaginez la taille des hangars qu'il faudrait, mais surtout, c'est parce que ça permet de voir l'effet d'une molécule sur des générations à l'échelle humaine. C'est triste. Mais voilà, c'est entre autres parce que justement, ils ont une vie très courte, un haut taux de reproduction assez important. Donc selon ce critère, cette variable, si un changement environnemental rapide survient, les souris ont techniquement plus de chances de s'adapter que les éléphants. Alors je parle uniquement sur le critère de la reproduction, parce que si on prend en compte d'autres critères, ça peut être l'inverse. Mais on va faire simple. Donc en tout cas, retenez que ce n'est pas genre le mégalodon va se lever un matin et se dire « Oh, le climat change et ça se refroidit. Il faut que je change toutes mes habitudes et que je m'adapte au refroidissement. » Et paf, il claque de la nageoire. Et ça arrive pour lui. Non. Et en plus, je veux pas me montrer aux humains. C'est une espèce un peu bizarre qui est apparue sur la Terre.
J'irai donc vivre dans les abysses, il faut que je m'adapte encore plus. Et hop, il s'adapte à nouveau. L'adaptation ne se produit pas en un claquement de doigts, enfin en un claquement de nageoire, sur un individu qu'il décidera pour lui-même. Les changements environnementaux s'opèrent, et pour que l'espèce, en tant que population, parce qu'une espèce, c'est pas un individu, c'est un ensemble d'individus, une à plusieurs populations. Donc pour qu'une espèce en tant que population s'adapte, il faut qu'une mutation survienne dans le patrimoine génétique de l'espèce, ce qui met des générations à arriver. Qu'une mutation soit positive, c'est-à-dire qu'elle réponde favorablement à l'espèce et qu'elle soit efficace en vue des changements environnementaux qu'elle subit, ce qui met des générations à arriver. Donc par exemple, si vous avez un refroidissement brutal, les souris, si elles se mettent à développer des grandes oreilles, ça ne va pas être efficace en vue du changement qu'elles subissent, puisque par les grandes oreilles, elles vont perdre pas mal de chaleur. Donc ce n'est pas efficace en vue d'un refroidissement brutal. En revanche, si la souris développe une épaisse fourrure, c'est efficace en vue d'un refroidissement brutal, mais si cette épaisse fourrure l'empêche de se mouvoir dans l'environnement, c'est pas efficace pour la souris. Donc il faut que ce soit efficace dans les deux sens. Et que cette mutation se retrouve suffisamment abondante dans les populations pour que l'espèce survive, ce qui met beaucoup de temps à arriver également. Les changements morphologiques sont très progressifs et très lents, et ils mettent des générations à s'appliquer et à être efficaces dans la survie d'une espèce, notamment pour une espèce aussi grosse, atteinte de gigantisme, comme le mégalodon. Si un changement environnemental rapide survient en quelques milliers d'années, l'espèce disparaît. C'est comme ça. C'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Alors, une dernière chose, avant de conclure. Admettons, on trouve un requin géant dans les abysses. Et par abysse, ici, j'entends au sens classique du public, la fosse des Mariannes, avec ses 8 à 11 km de profondeur. Ce qui fait que techniquement, dans la fosse des Mariannes, on est au-delà des abysses. Les abysses, c'est entre 4000 et 6000 mètres de profondeur environ. Au-delà de 6000 mètres, on est dans la zone dite adopélagique, c'est-à-dire adale. Mais au sens du public, abysse, c'est tout ce qui est en dessous de 4000 mètres. Donc voilà, on va dire ça, on va dire ce genre de choses. Donc les abysses sont définis par des températures basses, une pression colossale, tout le poids de l'eau que vous avez au-dessus de vous, une oxygénation faible et une luminosité qui est nulle. Les proies vertébrées sont rares et petites, moins de 50 cm. En tout cas, on a retrouvé une espèce de poisson aux alentours de 8100 et quelques de profondeur, mais c'est des tout petits poissons. Et les proies invertébrées sont occasionnelles. Vous avez des arthropodes, il me semble que ce sont des isopodes, de moins de 50 cm aussi. Donc pour identifier ce requin, beaucoup de gens vont se précipiter comme Jason Statham sur le mégalodon. Alors que ce dernier est défini par une morphologie dentaire précise, liée à une alimentation précise, à savoir ici de grandes proies vertébrées. Et donc cette espèce habite aussi dans une écologie précise, surface, côte, mer tempérée chaude à tropicale. Imaginez s'il s'adaptait tous les changements morphologiques et physiologiques qu'il lui faudrait. Alors, admettons, on va prendre une mutation par contrainte. Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est pas grave. Allez, une mutation par contrainte pour faire simple. Il nous faut une mutation pour l'adaptation à la pression plus importante. Il nous en faudrait une par palier, parce qu'il ne peut pas passer de la surface à la fosse des Mariannes d'un coup. C'est impossible. Il faut que ce soit progressif quand même. Dans les profondeurs, l'oxygène y est plus rare, ce qui ne va pas avec la taille. Donc un requin géant a besoin de beaucoup d'oxygène pour vivre. Il faut donc une mutation pour changer en taille et rapetisser. Et selon une règle, la règle de Kopp, en général, les espèces vont en grandissant, mais ont du mal à rapetisser derrière. Une mutation pour s'adapter à la baisse des températures. Et si les personnes pensent aux zones à cheminée hydrothermale, qui sont des zones un peu plus chaudes, faut tout de même passer par des zones froides pour y accéder. Donc dans tous les cas, il faudra qu'ils s'adaptent à un climat froid. Une mutation pour s'adapter à la luminosité qui est nulle, pour pouvoir repérer ses proies et compagnie, parce que les ampoules de Lorenzini qu'il y a sur le bout du museau du requin, ça suffit pas pour repérer des proies. La vue est très importante aussi chez un requin. Une mutation pour changer la couleur de peau, parce que oui, la plupart des requins de surface, si ce n'est pour dire tous, ils ont le dos sombre et le ventre clair. Il y a une raison adaptative vis-à-vis de ça, c'est quand vous regardez depuis le haut de l'eau que le requin est au-dessus d'un grand fond dont on ne voit pas le fond justement et la lumière disparaît, ça a tendance à effacer l'effet de la silhouette en fait, quand vous regardez par au-dessus. Il se confond avec le vide intersidéral de l'océan derrière. Et quand vous le regardez par en dessous, quand vous êtes une proie et que vous le regardez par en dessous, justement le ventre blanc va refléter une partie de la lumière qu'il reçoit, et donc ça va avoir tendance à effacer un petit peu l'effet de la silhouette. Donc si vous avez un ventre blanc ou des parties blanches dans les fonds océaniques où il n'y a quasiment pas de lumière,
et je dis quasiment pas parce qu'il y a toujours un petit gramme de lumière qui se balade ici et là, et bien justement le si peu de blanc que vous allez avoir, ça va le refléter, et donc vous allez être repéré par les prédateurs et par les proies. Ce qui n'est pas un avantage, donc il doit être sombre. Vous regardez le lémarque du Pacifique par exemple, il est parfaitement sombre, parce que justement il vit dans les grandes profondeurs. Et il faudrait aussi une mutation pour s'adapter à ces nouvelles proies, donc un changement dans la morphologie des dents, et une mutation dans la digestion pour pouvoir digérer ces nouvelles proies, etc., etc. Je vous ai mis les trucs auxquels je pensais le plus basiquement, hein. Maintenant, imaginez le temps que ça prendrait d'obtenir toutes ces modifications. Alors une, pourquoi pas, mais toutes celles-là d'un coup, non, là c'est pas possible. Pas en si peu de temps. Et surtout avec un changement environnemental brutal. Quelques milliers d'années, ça n'a pas été suffisant pour que justement il y ait tout ça qui arrive chez lui. De toute façon, rien que le changement de morphologie dentaire va forcément induire un changement d'espèce, puisque Otodus megalodon est défini par ses caractères dentaires, qui sont directement liés à son alimentation, je rappelle. Donc si ça change d'alimentation, ça va changer de dents, et si ça change de dents, eh ben ça change d'espèce. Si on trouvait un requin géant qui ne ressemble à rien de connu, la meilleure solution serait de nécessairement définir une nouvelle espèce, qui aura des caractères morphologiques précis et particuliers pour vivre dans les abysses, s'adapter à la pression, la luminosité, les températures, la faible oxygénation et la rareté des grosses proies. Il faudrait définir du coup une nouvelle espèce car les caractères sont forcément trop différents d'un mégalodon. Vous avez donc en fait de résumer ici la mauvaise cryptozoologie et la bonne cryptozoologie. Un mauvais cryptozoologue ira droit vers le fantasme, sans réfléchir à tout, sans réfléchir à le mégalodon, ceci, non, il dira grand requin dans les abysses, mégalodon, point barre. Et un bon cryptozoologue aura une démarche scientifique en testant toutes les possibilités disponibles. Il va rejeter les hypothèses qu'il peut réfuter. Le but d'un scientifique d'ailleurs est de formuler des hypothèses réfutables. Son but est donc de réfuter cette hypothèse et en la réfutant, ici on valide l'antithèse. Par exemple, nous sommes partis de la problématique, est-ce que le mégalodon est un prédateur vivant dans nos océans actuels? Donc nous avons fait une observation, voilà, on a peut-être vu le bateau du Rachel Cohen, etc. La question c'est, est-ce que c'est un mégalodon qui l'a attaqué? Notre hypothèse c'est, est-ce qu'il a pu avoir survécu jusqu'à aujourd'hui? La prédiction qu'on en fait, c'est les données paléontologiques. Donc, que nous apprend la paléontologie sur le mégalodon? Que c'était un requin qui côtoyait les côtes, mer tempérée chaude, requin de surface, prédateur actif, etc. On a fait des expériences, on s'est dit, est-ce que ça colle avec les abysses? Pas du tout. Là, on a obtenu des résultats, les abysses, c'est ça ne colle pas du tout. On fait donc un rejet de l'hypothèse et on part sur une nouvelle hypothèse. Donc là, du coup, nous avons vu pas mal de choses, pas mal d'arguments. On a rejeté la plupart de ces arguments. On doit donc rejeter l'hypothèse qui est formulée ici. On doit donc valider l'antithèse. Parce que là, c'est soit oui, sans non. Hein, donc, il n'y a pas de possibilité autre que ça. Donc là, en l'occurrence, si c'est pas oui, c'est forcément non. Par l'invalidation de cette hypothèse positive, on valide l'antithèse. Donc là, cette hypothèse est donc réfutée. Il faut donc admettre que le mégalodon a disparu de nos océans. Pour conclure, retenez bien ça, une bonne fois pour toutes, le mégalodon était un animal affectant les environnements côtiers, tempérés chauds à tropical. C'était un super prédateur actif au sommet de la chaîne alimentaire, mangeant du gros vertébré. L'être humain est sur Terre depuis plusieurs milliers d'années et est compté à plus de 7 milliards d'individus, côtoyant surtout les côtes. Parce que ouais, on aime bien la plage, la samba, etc. Hein. Eh bien, la technologie est de plus en plus présente dans son quotidien. Sans parler en plus de la pêche intensive actuelle qu'il y a aujourd'hui, depuis longtemps, les témoignages auraient dû affluer. Et pour aujourd'hui, ce requin n'a plus sa place dans les écosystèmes actuels. Les proies manquent et la concurrence est trop importante. Donc en vue de toutes ces circonstances, au regard de nos connaissances actuelles et jusqu'à preuve du contraire, le mégalodon a bel et bien disparu de nos océans et c'est un point final de cette conférence. Merci beaucoup de votre attention.